Oui, on fera un résumé à la fin. Francine, tu feras le résumé final. Bon, on va passer à la deuxième partie de ce débat. Et en fait, ça va porter sur l'alimentation. On a tous envie de mieux manger, ça vient d'être dit, et de mieux boire. Et donc, c'est une bonne transition, comme on vient de le dire. Une petite parenthèse, on parle d'environnement et de santé, juste une petite parenthèse sur la définition de la santé. Je ne vais pas remonter très loin, je ne vais pas aller aux Grecs, aux Romains et autres, mais plus récemment, il y a quelques définitions qu'on apprend d'ailleurs aux étudiants en médecine. La santé est la vie dans le silence des organes. C'est extrêmement bien dit. C'est le riche. C'est juste après la Première Guerre mondiale. Et on peut comprendre qu'à cette époque-là, bon, le fait de ne rien voilà, de ne pas avoir de douleur ou quoi que ce soit, c'est la santé. Et c'était juste la définition de la santé. Mais ça a évolué et donc l'OMS, juste après donc, la Deuxième Guerre mondiale, a donné une définition un peu plus large de la santé, mais c'est très important pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pas seulement le fait de ne pas avoir de maladie, c'est ce sentiment de complet bien-être physique, mental et social. Donc une vision beaucoup plus générale de la santé, et on l'oublie parfois, mais le bien-être fait partie de la santé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis ensuite, santé publique, ça a commencé beaucoup plus tôt, mais là, on ne parlait plus de l'individu, on parle de manière beaucoup plus générale de l'hygiène publique, de choses comme ça. Ça a commencé avant, mais c'est une préoccupation de plus en plus importante en santé publique. Très longtemps, ça s'est focalisé sur l'aspect infectieux. Donc, comment se protéger des infections, etc. Donc, on pouvait y mettre autant de produits chimiques qu'on voulait. L'important, c'est de ne pas attraper quelque chose. Voilà. Bon. Donc, santé publique, important. Et puis, plus récemment, donc ces dernières années, ces différents concepts qui sont malheureusement, c'est l'anglais qui domine, one world, one health, un monde, une planète, une seule santé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la santé des populations humaines est aussi en lien très direct avec la santé des écosystèmes et donc de notre environnement, et c'est typiquement notre sujet. Donc vous voyez, une vision de plus en plus large de la santé qui va avec la préoccupation que nous avons et l'influence qu'on pense que l'environnement doit avoir. Une deuxième parenthèse, c'est concernant les problèmes donc, de contamination ou de pollution en général. On en parle beaucoup au moment des catastrophes. On en parle aussi pas mal quand c'est visible. Donc là, c'est Pékin 2 jours en 2013. Là, c'était Londres, le smog en 52. Donc ça, c'est assez visible. Donc la pollution de l'air dans les villes, etc. Puis, il faut le sujet donc, de l'alimentation, principalement, hein, le produit de consommation, on pourra en parler si vous voulez, mais j'ai plutôt axé sur alimentation. C'est quasiment une contamination invisible. On ne sait pas. Quand on mange quelque chose, la plupart du temps, on ne sait pas. Et je pense que c'est là-dessus que peut-être notre réflexion et notre débat doit porter. Comment savoir? Est-ce qu'on veut savoir combien on peut savoir et comment on peut être conseillé là-dessus? Et là aussi, il y a des contaminations invisibles. C'est problématique parce que ça fait peur aussi. On se dit, qu'est-ce qu'on est en train de manger? On ne le voit pas. Donc voilà un certain nombre de questions. Vous avez donc de part et d'autre les contributions. Vous pouvez aussi les regarder, ou ceux qui veulent un peu les défendre ou les contester. Donc ce sera ouvert. Mais j'ai listé quelques aspects qui sont des aspects à la fois scientifiques, hein, qui nous préoccupent nous en tant que chercheurs, mais aussi qui sont des aspects qui vont vers le citoyen et le public. Est-ce que dans notre alimentation, il y a certainement, vous savez qu'il y a des choses, hein, il y a tout plein de choses, hein, des phytosanitaires, des additifs, et puis beaucoup d'autres choses. Donc, est-ce que les doses qui y sont posent problème? Quels sont les vrais risques liés à ces doses? On sait qu'il n'y a pas qu'une seule chose, il n'y a pas qu'une seule substance, il y a un mélange de substances. Et que sait-on là-dessus des effets de mélange de substances? Malheureusement, c'est un domaine où on n'a pas grand-chose à dire parfois. Quand on mange des nutriments et les contaminants, des nutriments en quantité importante et des nutriments à l'état souvent et les contaminants à l'état de trace, quelle est l'interaction entre cela? Est-ce que si on mange gras et en plus c'est contaminé, est-ce que c'est plus grave que si on mange, disons, maigre et plus léger? Oui, on peut imaginer. Comment analyser et gérer en fait tous ces risques liés à ce qui peut se passer dans l'alimentation? Est-ce qu'on a envie de savoir d'où viennent les aliments? Bon, ça, c'est quand même bien entré quand même dans notre culture, et je pense que ça se propage, mais pas pour tout nécessairement, jusqu'où on veut aller. Qu'est-ce qui est toxique dans ce qu'on mange? Est-ce qu'on le sait? Parce que là, on commence sur le plan
nutritionnel. Donc, quand on a un aliment sur le plan nutritionnel, on a le Nutri-Score. Donc, on sait à peu près, bon, on sait que le sel, c'est pas très bien, le gras, c'est pas très bien, l'excès de sucre, c'est pas très bien, c'est des choses. Mais dans tous ces contaminants qu'il y a, que sait-on sur les aspects toxiques? Jusqu'où doit aller la transparence dans ce qui est vendu, dans ce qui est consommé? Et puis, quel type d'informations on a envie d'avoir ou pas avoir, après tout, hein, on est à peu près libre. Ça peut être le sujet aussi. La composition, qu'est-ce que je trouve dans cet aliment? Faut-il un score qui, non pas un peu à l'image du Nutri-Score, qui mesure la qualité nutritionnelle? Faut-il un score pour mesurer la qualité toxique ou toxicologique des aliments? Le Toxi-Score, ça a été récemment aussi beaucoup discuté. Sous quelle forme? Une liste, des étiquettes, voilà, des codes couleurs, voilà, sous quelle forme on a envie. Il y a déjà des applis smartphones où vous pouvez avoir une idée un peu de ce qu'il y a dans des aliments, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que scientifiquement c'est vraiment validé, et si ça ne l'est pas, est-ce que ça a malgré tout une certaine valeur? Est-ce qu'on a envie, à chaque fois qu'on achète quelque chose, de passer son smartphone et de prendre toute une liste de choses? Et jusqu'où doit-on aller? Ça implique beaucoup de choses. La transparence, est-ce que toute transparence est bonne? Est-ce que jusqu'où il faut aller dans la transparence? Que doit-on conseiller? Il y a des gens qui savent interpréter une liste de contaminants, il y en a d'autres pour qui c'est pas évident, et donc eux, ils ont besoin d'une certaine guidance. Donc voilà un certain nombre de points qui touchent l'alimentation et qui nous touchent, nous, dans la vie, quand on va faire nos courses ou quand on mange tous les jours. C'est fondé, il y a des problèmes éthiques scientifiques très, très sérieuses là-dessous, qui ne sont pas si évidentes que ça, qui ne sont pas si tranchées que ça. C'est pourquoi peut-être qu'on peut discuter aussi de la difficulté de donner un conseil quand on est dans un domaine où l'incertitude reste importante. Écoutez, avec ça, j'aimerais qu'on ouvre le débat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de réagir sur ces questions ou d'ailleurs sur les différentes contributions? Monsieur Saline. Oui, je voulais réagir à ta première diapo sur les définitions et le concept de One World, One Health. Parce que récemment, j'ai écouté une excellente émission de France Culture qui s'appelle La méthode scientifique, où il y avait un excellent intervenant qui s'appelait Robert Barouki. Mais c'est pas de toi dont je vais parler. Non, je vous le recommande, c'est disponible en podcast. Et, alors, c'était sur le glyphosate. Alors, comme ça, je suis le premier à prononcer ce mot maléfique. Mais c'était dans cette émission, il y avait un autre intervenant qui était un chercheur de l'INRA qui travaillait à la mise en œuvre d'une décision qui a été déjà prise par le directeur général de l'INRA, qui est de se passer totalement de glyphosate sur les parcelles cultivées par l'INRA d'ici 2020. Et ce chercheur donc, a des pistes pour se passer du glyphosate, mais la piste, c'est pas la seule, mais la plus probable et celle qui est disponible à relativement court terme, c'est l'arrachage mécanique. Et l'arrachage mécanique, ça consiste à faire passer des tracteurs pour arracher les mauvaises herbes. Et les tracteurs, ça marche avec du diesel et ça émet, voilà. Et ce chercheur était tout à fait intéressant, mais il reconnaissait lui-même qu'il n'avait aucune idée du bilan carbone de l'interdiction du glyphosate. Or, nous sommes supposés avoir une grande priorité qui est la lutte contre le changement climatique. Donc, comment peut-on prendre des décisions a priori sans avoir fait cette analyse-là? Je trouve que c'est extrêmement choquant, et, sachant que le changement climatique lui-même aura des impacts sanitaires. Est-ce que ces impacts sanitaires seront inférieurs à ceux de l'exposition au glyphosate? Je n'en sais rien, moi non plus, mais j'ai quelques doutes à ce sujet. Donc voilà, je pense que c'est des questions extrêmement complexes, mais il faut vraiment avoir un point de vue très élevé là-dessus, quoi. Non, mais tu soulèves la question aussi de la substitution de différents types de méthodologies, de méthodes. Hein. Quand on change d'une méthode, on passe à une autre. Est-ce qu'on a fait suffisamment l'analyse des implications de ce changement? Oui, c'est tout à fait... c'est pertinent dans beaucoup de domaines, hein, pas uniquement dans le domaine du glyphosate. Mais il y a une question là-haut. Oui, donc je suis étudiante à Paris 5. Je m'appelle Louise et...
pour répondre du coup à votre problématique de substitution de méthode, j'ai entendu parler du développement des low-tech. Donc, c'est un peu de la technologie, mais du coup, un peu de... comme avant, par exemple, les bœufs qui prenaient des... Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais des machines qui enlevaient l'herbe, par exemple. Et bien, justement, de revenir à des méthodes anciennes, mais en apportant un peu les touches aussi technologiques. Et pour justement... on va devoir sortir du pétrole dans tous les cas. Donc, le tracteur, on ne pourra plus l'utiliser. Donc, développer d'autres moyens. Voilà. Ok, donc voilà, une manière de revenir à des... Bon, revenir à des techniques anciennes, c'est bien, mais je pense qu'il faut profiter de toutes les avancées scientifiques qu'il y a eu, et c'est pas incompatible, hein, profiter d'avancées scientifiques pour de nouvelles méthodologies, disons, propres, c'est parfaitement possible. Il y a une... Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu une question là, puis une question là-bas. Oui, je suis intervenu dans le débat, Jean Nestor, c'est toujours mon nom, je suis intervenu dans le débat précédent en tant que piéton parisien. J'interviens dans celui-ci en tant qu'ancien fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Pour le troisième, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je voudrais dire à la personne qui vient, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait avant une prime européenne qui s'appelait une prime à la vache tondeuse, qui était dans les régions de montagne, des primes données à l'entretien des vaches pour éviter aux agriculteurs d'avoir à arracher des herbes avec des tracteurs sur des pentes qui étaient un peu dangereuses pour leur santé. Ce n'est pas le sujet sur lequel je voulais intervenir. Je suis content d'être dans un milieu scientifique parce que j'ai l'impression que grâce à vous, manger et boire sont devenus des activités extrêmement périlleuses. C'est-à-dire et ma question, c'est, sur quoi je veux intervenir, c'est comment on peut faire pour... quand j'ai envie de manger quelque chose qui ne me fasse pas du mal, comment je peux m'y retrouver? C'est-à-dire, il y a plein de choses maintenant sur n'importe quel produit alimentaire. Il y a la composition qui ne me sert pas à grand-chose parce que je ne suis pas chimiste et que je ne sais pas exactement ce qui est bon ou pas bon pour moi. Il y a des tas de labels qui sont souvent des labels auto-certifiés. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il y en a au moins 3 ou 4 sur la moindre boîte de n'importe quoi, agriculture biologique, etc. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui pourrait être rassurant, enfin, pas seulement rassurant, mais informatif. Qu'est-ce qui me permettrait de me dire d'une façon simple qu'il y a un certain nombre de garanties qui sont prises contre tel et tel problème. S'il faut en venir à une proposition pratique, ça pourrait être quand même intéressant d'avoir quelque part un bureau, une autorité indépendante qui labelliserait les labels pour dire on n'a pas le droit de mettre n'importe quoi sur les boîtes de produits alimentaires. On est bien d'accord, mais un label simple, un code couleur simple qui tente de résumer un ensemble de caractères, disons, toxiques, potentiels dans un aliment, est-ce que ça vous satisferait avec le risque? Avec le risque, si plus on simplifie, plus on risque d'être injuste et peut-être dans l'erreur. L'interprétation, c'est peut-être un peu trop synthétique, mais je voudrais être au moins certain que quand on me dit que c'est un produit sain de tel point de vue, on ne me raconte pas n'importe quoi. C'est validé quelque part. Ok. Je pensais qu'il y avait un doigt déjà là-bas, oui, et puis ensuite on reviendra à... Oui. Allez-y. Oui, c'était pour revenir sur les techniques un petit peu anciennes qui ont été énoncées. Outre la collecte des aliments, moi je pensais surtout à la manière dont on a accès à nos graines. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de Cocopelli, qui est une association qui milite en fait pour le fait qu'on puisse semer nos propres graines, puisque actuellement ce n'est pas toujours autorisé. Les agriculteurs passent par une certaine... faut des petites magouilles, mais est-ce que je veux... Ça dépend de ce que vous semez aussi. Hein. Oui, ça dépend de ce qu'on sème, mais en tout cas, ce qu'on sème pour la consommation humaine doit passer par des entreprises particulières, et désormais, il y a 4 grosses entreprises quand même qui détiennent la majorité de nos graines, donc qui nous nourrissent, mais qui aussi ont le droit de vie ou de mort sur nous, si elles le veulent. Et du coup, là-dessus, je me demandais, mais est-ce qu'effectivement, on ne peut pas essayer de faire passer une loi autorisant au moins les agriculteurs pour le fourrage ou l'alimentation de leurs animaux, cultiver leurs propres graines et du coup ne plus être sous la dépendance de ce type de charmantes multinationales comme Monsanto? Oui, voilà, le deuxième mot est prononcé. Très bien. Ok, parfait, merci. Je pensais qu'il y avait une question par là.
La dame, non. Madame, non, oui, voilà. En fait, bonjour Véronique, c'était pas une question, c'était une tentative d'ébauche de début de réponse à la question derrière, parce que cette nuit a été votée à l'Assemblée nationale une loi qui instaure le Nutri-Score. Alors le Nutri-Score, c'est pas forcément la réponse à toutes vos interrogations, mais c'est une espèce de code couleur qui ressemble exactement à celui que vous trouvez sur votre appareil électroménager quand vous l'achetez et que vous voulez connaître sa consommation d'énergie. Donc ça ne parle pas de contaminants, ça ne parle pas de polluants, ça ne résout pas toutes vos questions, mais il me semble que ça va un petit peu dans le sens de cette simplification que vous appelez de vos voeux et qui fait que maintenant il y aura sur tous les aliments de consommation courante un code couleur pour connaître leur dangerosité éventuelle. Oui, c'était surtout sur les publicités. Le vote de cette nuit, c'était surtout pour mettre le code sur les publicités. Je pense que la loi était déjà passée sur enfin là, c'était vraiment focalisé sur les publicités, mais vous avez raison. Et la question est, bon, un Nutri-Score, bon, on évalue un peu les avantages et les inconvénients nutritionnels. Donc, est-ce qu'on pourra faire la même chose d'une manière, disons, équitable et scientifiquement fondée sur les aspects toxicologiques, donc un toxiscore? C'est ça la question qui est soulevée au vu de la complexité du problème. Mais c'est vraiment un débat intéressant. Donc moi, j'aime bien la mixité, hein, donc autant sur les pôles multimodal en transport. Je suis un peu atterrée par la monoculture en fait, parce que revenir à la permaculture, aux cultures mixtes, culture et élevage sur les mêmes lieux, permet de réduire sensiblement la consommation de pesticides, puisque les animaux aident à l'élimination des plantes, enfin des mauvaises herbes. Les plantes entre elles créent des écosystèmes qui leur permettent de mieux pousser. Ça permet de centraliser sur un seul point une mixité de produits. Et donc ça réduit sensiblement les déplacements pour alimenter des régions avec et les légumes et les viandes, etc. Donc voilà, la monoculture a montré ses limites. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Donc une agriculture moins industrialisée, vous diriez ? Je pense que l'industrie et la technologie ne sont pas incompatibles avec la mixité de culture et la permaculture et le retour à cette comment dire, la culture paysanne mais moderne, quoi, la 2.0. Voilà. Non, mais je suis d'accord, très bien. Mais si c'est plus cher, qu'est-ce qu'on fait ? Si c'est plus cher, voilà. Qu'est-ce qui serait plus cher ? Le fait d'avoir ce type d'agriculture, si ça coûte plus cher et que donc le consommateur à la fin doit payer un peu plus, Je vois pas pourquoi ce serait plus cher. Enfin, qu'est-ce qui justifierait une augmentation de prix, puisqu'il y a moins de transport, il y a une aide, enfin il y a une symbiose entre l'utilisation des animaux pour ne pas acheter de pesticides ou ne pas utiliser de tracteurs avec du gasoil pour désherber. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher. Ouais. Monsieur derrière, vous voulez dire quelque chose ? Allez-y. Oui, j'ai une remarque à faire. Pour moi, enfin, ce que j'ai à dire, ça englobe le sujet dont on parle là, de l'alimentation, et le sujet précédent de l'environnement. C'est la consommation de viande. Oui. Il me semble que la production de viande au niveau mondial occupe 60% des terres agricoles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le chiffre. Enfin, 60%. Pour faire 1 kilo de viande, il faut entre 4 et 10 kilos de végétaux. Donc ça me semble difficile, moi, en étant obligé de produire autant de végétaux pour produire autant de viande, et produire autant de viande qui nécessite autant d'antibiotiques. Ça me semble difficile d'améliorer la santé et d'améliorer l'environnement. En diminuant drastiquement, voire en éliminant la consommation de viande, on libère une surface agricole énorme qui permettrait peut-être de se passer de pesticides ou d'engrais chimiques. Ok, non, malheureusement, j'ai lu hier que la consommation de viande a tendance encore à augmenter
Et c'est principalement dû aux hamburgers qu'on consomme en grande quantité, donc la viande hachée, et pas, alors que moi j'aurais pensé que depuis le temps qu'on parle de ça, qu'on aurait vu une diminution. Non, en fait, on continue à avoir une augmentation. Donc voilà, c'est une vraie question là, surtout qu'on serait une diminution de la consommation de viande dans des pays comme les nôtres, qui en fait consomment plus que de nécessaire hein, sur le plan nutritionnel. On n'a pas besoin de manger tant de viande que ça. C'est gagnant-gagnant à beaucoup de niveaux, parce que moins de viande, c'est bon pour la santé, en fait, si on compense par d'autres aliments végétaux et autres, et c'est bon pour l'environnement. Donc sur ce plan-là, ça peut être une solution qui peut être gagnant-gagnant. Maintenant, il faut peut-être produire une meilleure viande, moins grasse. Enfin, il y a des choses qui peuvent faire en sorte qu'on améliore la qualité aussi, même si, en diminuant la quantité. Il y a des... Oui, voilà, monsieur. Oui. Bonjour. Allez-y. Il est éteint. Essayez encore. Il marche ? Il marche. Ok, excusez-moi. Du coup, Nadir Gendouz, étudiant à l'Institut de physique du globe de Paris, étudiant en géochimie. Je pense que dans un premier temps, il serait intéressant déjà de forcer les industriels à ne pas juste donner leur composition en tant que telle, avec des noms extrêmement compliqués en chimie, ou avec des codes comme E, 100, quelque chose qui veut au final rien dire. Hein. Les personnes, les civils comme nous, qui allons au supermarché tous les matins et qui allons acheter allons faire nos courses, on n'a pas conscience de l'impact que ça a sur notre santé. Et dans un second temps, je pense qu'il serait intéressant que peut-être toujours de taper sur les mauvais élèves, essayer peut-être d'encourager les bons élèves, dans le sens où ceux qui jouent sur vraiment l'agriculture biologique, ceux qui font en sorte que les éléments qui sont constitutifs du coup de ce qu'ils vont vendre va être de bonne qualité, va être peut-être plus sain pour nos santé, peut-être les encourager, soit à coup de subvention ou je ne sais que sais-je, mais au moins essayer de faire en sorte qu'ils soient plus visibles, qu'ils soient mieux visibles. Et du coup, dans un dernier temps, il serait intéressant de jouer, comme on l'a déjà dit dans le micro-trottoir, ou comme d'autres intervenants ont déjà dit, jouer sur la prévention, faire en sorte qu'il y ait moins que les gens soient plus au courant de ce qui se passe, de l'impact de ce qu'on mange sur notre santé, pour éviter déjà que les gens s'empoisonnent bêtement, mais aussi dans l'autre sens, que les gens ne veulent plus rien manger ou qu'ils aient peur même de boire de l'eau, de se dire que boire de l'eau c'est dangereux pour nous, parce que bon, de certaine manière c'est dangereux pour nous, mais tout dépend, comme tout, de la quantité, de ce qu'on boit, de où est-ce qu'on se fournit, etc. C'est dangereux aussi de ne pas boire. Hein, exactement. Surtout dans certaines périodes caniculaires. Justement, car justement, le problème c'est que on a souvent tendance à avoir énormément d'informations qui viennent à nous. On a accès à Internet, etc. C'est une très bonne chose, mais ça a aussi un effet pervers, dans le sens où les personnes vont avoir accès à toutes ces informations et vont se dire « Ah, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux », et par élimination vont arriver à « Bon, je mange plus rien ». Et du coup, c'est aussi très dangereux pour sa santé, au final, de en manger. Non, mais vous avez raison, ça soulève le problème. Comment augmenter la transparence sans paniquer non plus les gens? Donc, est-ce qu'il vaut mieux manger et vivre, comme dirait, dans l'ignorance des problèmes, ou est-ce qu'il vaut mieux savoir ce qui se passe et malgré tout savoir gérer tout ça, ou ne pas savoir gérer? Donc je pense que c'est une question aussi beaucoup d'information. Hein, oui, voilà, même la simplification, même en simplifiant un peu, et puis en disant que malgré tout, dans beaucoup de domaines, il y a certains aliments quand même qui sont sains et qu'on sait. Vous avez raison, insister sur le côté positif est certainement une très bonne proposition. Je pense qu'il y avait des questions, monsieur là. Oui, bon, je vais peut-être. Je vais vous donner. Voilà. Merci. Bonsoir. En tout cas, merci d'organiser ce débat. C'est bien, c'est intéressant. Et c'est mobilisateur pour vous. Donc, Pierre Jodon, je suis conseil en environnement et j'ai une autre casquette, je suis expert de justice en environnement. Et donc, j'amenais plutôt des réflexions sur ce qu'on pouvait attendre de politique publique sur un petit peu les questions qui ont été évoquées là, notamment donc une première sur la question
de la régulation des terres agricoles et des terres, du coût des terres agricoles et de la régulation de ces coûts par rapport à la concurrence de l'immobilier. Et que si on veut développer des circuits courts proches des villes, il faut qu'il y ait des politiques publiques qui aillent dans ce sens et qui puissent réguler ces phénomènes-là. Je pense que là, il peut y avoir des voies intéressantes. Alors, je ne sais pas comment le gérer au niveau réglementaire, mais enfin, je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Et puis, le deuxième, c'est issu d'une expérience de travail avec une mutuelle, donc à G2R pour ne pas la nommer, où on a travaillé sur la question des produits et de la toxicité de produits dans le secteur des coiffeurs. Donc on revient sur la question de la toxicité des produits, de ce qu'on ingère, etc. Donc cette question-là, en fait, la manière dont ça a été conduit est de manière assez intelligente, je trouve, par cette mutuelle qui s'est intéressée à la question de la prévention. Donc la prévention a un coût, ou la santé a un coût pour la société, et dans quelle mesure on pouvait imaginer là aussi au niveau des politiques publiques inciter les mutuelles à investir dans la recherche des produits les moins toxiques, tant pour l'alimentation que pour la cosmétologie ou autre, ou les peintures, etc. Puisque sur la question précédente, on n'a pas parlé de la qualité de l'air ambiant dans les bâtiments, mais c'est une autre question essentielle aussi. Donc dans quelle mesure on ne pouvait pas avoir et pousser les politiques publiques dans la mobilisation de fonds destinés à l'information du public, qui était évoquée, mais sous couvert de recherche qui permettent d'avoir les bons éléments d'information, connaître effectivement les substances à risque et les identifier à court, moyen et long terme. Il est difficile aussi pour l'industrie de substituer des composants. C'est pas évident parce que les consommateurs recherchent aussi des produits efficaces. Donc voilà, c'est un peu, c'est pas forcément évident, mais comment mobiliser les mutuelles dans cette voie-là, quoi. Je crois quand même, il y a beaucoup de conscience dans les mutuelles un peu de ces problèmes quand même, de ce que je sais moi-même. Il y a une question là-haut, et puis madame, oui, je vous donne, mais on va laisser. Bonsoir, je m'appelle Myriam Idrissi. Je trouve que c'est intéressant l'idée du Toxiscore, de façon à savoir quel type de contaminants il pourrait y avoir dans l'alimentation. Après, il faudrait savoir, je m'interroge plutôt sur par qui serait mené le Toxiscore. Est-ce que ça serait par les agroalimentaires ? Est-ce que ça serait par l'État, par des services de l'État ? Parce qu'après, on peut se poser la question de comment est mené, comment est déterminé le Toxiscore. Bon, après, je pense que ça peut être intéressant également d'avoir ce type d'approche parce que ça peut permettre d'aller vers des bonnes pratiques. Et en même temps, je pense aussi, par exemple, à ce qui est fait actuellement sur les peintures avec les A+. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de composés organiques volatiles qui sont émis. Donc, il faut quand même faire attention. Et voilà, j'ai des réserves aussi par rapport au Toxiscore, par rapport à ça, en fait. Voilà. D'accord. Non, ça pose pas mal de questions. Qui le fait, bien sûr. Certains proposeront Monsanto, peut-être, je ne sais pas. Oui, bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis parisienne et je suis une citoyenne lambda. Quand je pense effectivement à ces problématiques d'alimentation, je me dis que quand j'étais étudiante, je n'avais pas suffisamment d'argent pour bien manger. Donc effectivement, cette problématique, notamment de ce temps-là, était quand même particulièrement plutôt un problème d'argent. Ensuite, j'ai été maman et là, c'était un problème de transparence puisque l'alimentation des enfants dans les cantines scolaires est absolument obscure pour les parents qui ont quand même beaucoup de mal à rentrer dans les différentes problématiques. Ils ont déjà des problématiques vis-à-vis de la pédagogie et puis il faudrait qu'ils en aient encore vis-à-vis de ça. Donc on voit bien qu'il y a un problème de transparence. Et je suis aujourd'hui salariée et le problème est d'une autre nature, c'est que dans les restaurants d'entreprise, nous n'avons pas le temps de manger. Donc je me dis, il y a quand même un vrai problème au niveau de la place de l'alimentation dans
dans nos modes de vie. D'abord parce que pour un certain nombre, c'est certainement une problématique de prix. Ensuite, c'est une problématique de transparence, c'est-à-dire qu'il y a effectivement dans la restauration collective, dans un certain nombre d'endroits, l'impossibilité de savoir, donc on parle de Nutri-Score, etc. Oui, c'est vrai quand on va faire ses courses, mais c'est pas vrai du tout quand on est effectivement dans des lieux collectifs. Et puis ensuite, il y a un problème de temps, puisque effectivement, dans des espaces de travail, la question n'est pas de savoir, n'est pas de savoir comment, si on va bien manger, etc. C'est de se dépêcher de repartir au travail. Et donc, du coup, on voit bien, effectivement, je rejoins les propos de monsieur. Je pense que, certes, les mutuelles de santé, ou en tout cas tous les organismes de santé et d'assurance complémentaire, ont un rôle absolument fondamental en termes d'information, de prévention. Bon, il faudrait effectivement considérer que la prévention a un coût. Et qu'il convient qu'elle soit payée. Peu de choses sont gratuites et la prévention ne l'est pas. La deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, au niveau du Code du travail, on peut aussi réfléchir au périmètre. Alors, je crois que ça s'appelle plus CHSCT. Je crois que les choses ont un petit peu changé ces derniers temps. Donc, effectivement, quelle est la possibilité pour les représentants du personnel d'avoir un accès qui devienne obligatoire sur ce qu'il se passe à ce niveau-là. Et puis, je pense qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'information. La nourriture, j'ai cru entendre assez récemment que le coût de l'alimentation dans le budget des ménages s'était totalement effondré, où on était dans quelque chose qui était, alors j'avais entendu 25%, etc., il y a environ une vingtaine d'années, on serait arrivé à moins de 10%. Donc on voit bien que ce ne sont pas que les autres qui sont responsables, nous avons une part de responsabilité, mais que qu'il y a de nombreux acteurs pour faire en sorte qu'effectivement notre nourriture saine puisse trouver sa place. Merci beaucoup pour vos réflexions qui remettent un peu la problématique d'alimentation dans un cadre de la vie quotidienne, et des problèmes sociaux et économiques qui sont très importants. Et l'idéal, c'est d'essayer de trouver des solutions qui intègrent tout ça et non pas juste quelque chose dans l'absolu qui nous rassure et que dans les faits, en fait, finalement, on ne l'applique pas. Je pense qu'il y a une question là-bas. Oui, allez-y. Bonsoir, moi je m'appelle Lucas, je viens de Paris-Descartes. Je voulais juste dire que forcer les industriels, je ne pense pas que ce soit une solution. Le principal enjeu de la transition écologique, c'est de lier l'économie et l'écologie. Donc forcer les industriels, ce n'est pas une très bonne idée. Qui est écrit cancer à toutes les lignes sur les produits, ce n'est pas la meilleure idée aussi. Puisque ça va se répercuter sur les autres produits. Coca-Cola vend du coca, mais aussi de l'eau. Donc si sur le Coca-Cola, il y a écrit que c'est pas bon et qu'il y a une pastille rouge, l'eau que vend Coca-Cola va obligatoirement être plus chère, ou en tout cas, ça va se répercuter. Donc je trouve que forcer les industriels, c'est pas une très bonne idée. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est changer notre alimentation. Ce qu'a vu Leclerc, Carrefour et tous les grands marchés, c'est qu'on est en train de changer notre alimentation, malgré que les chiffres augmentent de consommation de viande, c'est qu'on veut s'informer sur les produits qu'on consomme. Et ils ont vu ça, et du coup, ils sont en train de développer le bio, les produits bio, etc. Parce qu'ils savent que dans quelques années, ça sera populaire et ça va vendre. Tout ce que veut un industriel, c'est vendre. Donc, forcer à faire quelque chose, ça ne sert à rien. Et je pense plutôt qu'il faut changer notre alimentation, et ça passe par l'information. Le problème avec l'information aujourd'hui, c'est qu'on l'a vu avec les cigarettes au début, il y avait des scientifiques qui disaient que les cigarettes, c'était pas si grave que ça. Avec le diesel, on a vu qu'il y avait des gens qui disaient que le diesel, finalement, avec la nouvelle recette, c'était pas si mal que ça. Je pense qu'il y a un vrai problème avec l'information. On ne sait plus très bien où s'informer, sur qui s'informer, en qui avoir confiance. Avec notre génération de jeunes qui pourront avoir n'importe quelle information en quelques secondes, il y a un vrai problème d'avoir une information correcte et comment dirais-je, et fiable, oui. Mais pour vous, pour moi, en qui vous ferez confiance, voilà, de quelle type origine d'information vous dites, tiens, ça j'ai confiance. Moi je crois en l'Europe, et je pense qu'il faudrait un État, en tout cas quelqu'un qui
je pense que l'État, c'est le mieux placé pour conseiller les citoyens. Et je pense par exemple ce qu'ils ont fait aux États-Unis avec les catastrophes naturelles, ça envoie un message sur tous les téléphones des gens qui sont actuellement aux États-Unis, automatiquement par l'État américain, bien que ce soit intrusif, etc. Je pense que c'est une bonne idée pour informer, que ce soit plus fiable qu'aller chercher sur n'importe quel site internet ou pas piéger, mais forcer les industriels à mettre des pastilles rouges et vertes pour les produits bons. Je trouve que ce serait plus cohérent d'avoir une seule information, pas une seule, mais plusieurs informations correctes. Et c'est une responsabilité de l'État pour vous. Ouais. Okay. Je pense qu'on peut continuer longtemps, mais voilà. Bon, donc